10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. De 11h à 12h45, Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour la grande messe de vendredi avec Taxi Presse. Ce matin, l'équipe est au grand complet. C'est avec Abi Alpha, Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Credo Tété, le patron du journal Le Médium, Ferdinand Haïti, le patron du journal Alternative, Fabrice Petizi du journal Le Libéral et Chanyao Aremiao du journal Nouvelle Opinion. Ensemble, nous analyserons et commenterons l'actualité de ces derniers jours avec le Front social qui est en ébullition depuis quelques jours maintenant. Avec insistance, il faut le dire, médecins, enseignants, travailleurs de la fonction publique, la colère et l'amertume semblent prendre le dessus. Le gouvernement de Faure Gnassingbé saura-t-il être attentif aux cris de ces Togolais? Nous analyserons le sujet ensemble. Politique aussi avec la reprise du mouvement de rue de la coalition de l'opposition. Elle a annoncé ses intentions d'engager un nouveau bras de fer avec le gouvernement qui semble ne rien faire pour débloquer la situation politique tendue depuis plusieurs mois maintenant. Cette annonce de la coalition est diversement appréciée dans l'opinion. La coalition expose-t-elle véritablement sa mauvaise foi ou c'est simplement les conséquences de l'entêtement du pouvoir de Faure Gnassingbé? On va en parler avec mes confrères en studio. Bienvenue. Sur Taxi FM, l'info roule. Mais d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien, on en a parlé longuement ce matin dans Taxi Media Show. On va aller très vite. Nous avons le quotidien Togo Matin qui est dans les kiosques ce jour. Il y a le quotidien Liberté aussi. Le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Le bi-hebdomadaire L'Alternative. Le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs, le tonnerre aussi est dans les kiosques, le changement. Il y a le journal Vision d'Afrique, il y a le perroquet, on n'en a pas parlé le matin. Le confrère évoque une interpellation quand même. À quand l'interpellation et la garde à vue? Oh là là. Par le SRI des ministres Guy Madié Lorenzo et Nissa Oignon. Enfin, en tout cas, vous lirez l'article dans le journal Le Perroquet ce matin. Il y a le journal La Lanterne, Écho du pays, qui évoque la crise politique et la reprise des marches. Le pouvoir fonce dans le processus électoral. L'opposition investit les rues. L'article est découvert dans le journal Écho du pays. Il y a La Voix du peuple, on en a parlé le matin. Le journal Togo Réveil. Il y a l'hebdomadaire Vérité des peuples qui est aussi dans les kiosques ce vendredi. Et le dernier journal avec nous, c'est le bimensuel L'Audience. Vous lirez l'article dans le journal avec la question liée à la gestion scabreuse du ministère de l'Agriculture. Colonel Lagadazi, le choix d'une faillite sans fin. C'est une interrogation du journal L'Audience que vous lirez donc dans le journal. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et c'est bien cela, nous sommes à l'antenne avec les confrères. Bonjour Chanyao Aremiao. Eric, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Je profite de l'occasion pour souhaiter bon Juma à tous les musulmans. Merci beaucoup. Bonjour à Abi Alpha Isotou. Eric, bonjour à ta rédaction et à tous ceux et celles qui ne se fatiguent jamais de nous écouter. Oui, bien sûr, ils ne se fatiguent jamais de nous suivre. Bonjour Ferdinand Haïti. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis de la plateforme. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Vous allez bien? Je vais bien, grâce à Dieu. On va être rejoint donc en studio tout à l'heure par Credo Tété, mais il y a cette information qui circule depuis hier. Il y a un rapport qui révèle que l'eau en bouteille de plusieurs grandes marques, des marques internationales, sont contaminées par des particules de plastique. J'ai pas envie de nous interroger sur les eaux chez nous. Mais Ferdinand, vous avez parlé de ça. C'est le confrère Europe 1 avec l'AFP qui ont sorti l'information hier.
Oui, sommes-nous en danger aujourd'hui? C'est une étude qui est sortie d'un grand laboratoire américain hier et qui d'ailleurs a été reprise par plusieurs médias sur le plan international, qui parle de l'eau en bouteille. L'eau que nous buvons souvent ici, c'est Voltic, c'est Vital, c'est Cristal, voilà, oui, tout ça. Voilà, voilà, et que toutes ces eaux contiennent des particules de plastique. Et le taux parfois est jusqu'à 90%. Et ils n'ont pas encore mesuré les conséquences sur l'organisme, mais on appelle à la vigilance sur le plan mondial en disant clairement qu'il faut se méfier de l'eau en plastique. Et d'ailleurs, certaines sociétés depuis en Europe ont déjà commencé par embouteiller l'eau, à mettre l'eau dans des bouteilles pas plastiques, je ne sais pas comment le dire, comme en verre, voilà, en verre. Et donc, ça a suscité hier l'inquiétude sur le plan international et nous avons trouvé utile de reprendre cet article, surtout que ça fait partie des questions de santé publique. Surtout que chez nous, on n'a pas les mêmes moyens de contrôle qu'en Occident et que chez nous pullulent aussi les Piawata de diverses marques aujourd'hui. Tout le monde en fabrique chez lui à la maison. Et voilà, c'est l'intérêt de la reprise de cet article pour l'opinion. Et ce n'est pas, il faut le préciser, ce n'est pas l'eau qui pose problème, mais je pense que c'est au niveau de l'embouteillage. Le processus d'embouteillage de l'eau dans le plastique. Dans le plastique et puis l'effet même du plastique sur l'eau, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Et tout, c'est tout un ensemble de... On ne peut pas nous interdire d'utiliser des plastiques, mais qu'on mette de l'eau dans le plastique et puis nous continuons pas à boire tout ça. Oui, bon. Ça vous inquiète parce que vous avez votre bouteille d'eau. Bon, quelqu'un toujours dit qu'il faut mourir de quelque chose, mais bon, l'eau, on dit l'eau c'est la vie et si l'eau doit être la mort, ça doit poser forcément un problème. Bien sûr. Bon, je crois que pour le moment, comme le confrère le dit, ça n'a pas encore été confirmé, les impacts que ces débris ont sur notre santé. Bon, nous n'allons pas commencer par nous affoler parce que mieux était l'information qui a paru, nous continuerons. Nous allons toujours continuer par boire notre eau. Peut-être que s'il est prouvé depuis l'Occident que ces particules ont un impact sur la santé humaine, il va y avoir des tentacules qui vont aller jusqu'à venir en Afrique où on va essayer de passer au même contrôle. Et finalement, on va trouver la formule pour nous mettre l'eau dans des bouteilles. Oui. Au lieu de les mettre dans les plastiques, on va en arriver à ce point. Mais pour l'heure, les gens doivent continuer par boire allègrement leur eau. Et moi-même, je vais prendre quelques gorgées tout à l'heure de Voltic que j'aime bien boire tout le temps. Et donc, on ne va pas s'alarmer, on ne va pas commencer par courir quand même, parce qu'il a été démontré qu'il y a des débris d'eau, des débris de plastique dans les eaux que nous consommons. Donc, moi, je continuerai par boire l'eau en attendant qu'on me dise concrètement les conséquences réelles sur votre santé. Fabrice, je pense que vous avez un commentaire à faire. Oui, bon, c'est vrai que quand vous prenez aujourd'hui toutes les eaux comestibles, tout donne l'impression que c'est l'eau la plus potable, peut-être c'est celle qui est en bouteille, enfin dans les bidons comme on a très souvent. Bon, ce qui est sûr, c'est vrai qu'il faut que les analyses aillent encore plus loin, mais c'est une bonne chose quand même d'alerter, d'attirer l'attention. Je crois que maintenant, on n'était pas en train de dire que les gens le faisaient sciemment, donc on s'est rendu compte qu'il y a un problème par rapport à ce qui se faisait, donc forcément on va trouver une solution. Si ce n'est plus dans les plastiques, ce sera dans des bouteilles. Dans tous les cas, bon, on est obligé de boire, puisque 9 jours ou 7 jours sans boire, vous mourrez. Bon, oui, mais maintenant, ça c'est vrai. Ouais, mais bon, maintenant donc... il vaut mieux boire ce qu'il y a encore, puisqu'on ne peut plus aller à la rivière comme à une certaine époque. Non. Les puits aujourd'hui également, ce n'est pas ça. Mais je crois que il faut que les spécialistes aillent plus loin, voir quelles méthodes ils peuvent utiliser pour éviter... Peut-être aussi que le nouveau patron du ministère de l'eau peut nous rassurer aussi en sortant un communiqué pour nous informer de ce qu'il y a. Oui, bon, c'est vrai que c'est une alerte qui a été à un niveau beaucoup plus élevé. C'est pas venu du Togo, c'est-à-dire que ce n'est pas au Togo on a constaté ça. Peut-être nous on n'a même pas les moyens de pouvoir contrôler cela. Et alors si à leur niveau il y a déjà ce souci-là, nous on peut se demander avec les moyens de bord avec lesquels les industries qui sont dans l'eau, qu'est-ce que cela peut être ici. Mais je crois il s'agit de la vie humaine.
il faut qu'on aille loin pour trouver une solution palliative si vraiment l'ancien procédé n'était pas toujours fiable à 100%. Bien. Credo, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour Eric et toutes mes excuses pour ce léger retard. Non, vous n'êtes pas en retard. Ça va, c'est bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il est 11h19 à Paratao, donc c'est une bonne chose. Je rappelle que l'étude a porté sur, dans l'article, 250 bouteilles dans 9 pays. Dans 9 pays au monde, dont le Liban, l'Inde, les États-Unis. Et puis a porté sur plusieurs marques plusieurs marques, Evian, Nestlé, Aqua, Pure Life, San Pellegrini et tout ça. Et donc il n'y a pas Voltic là-dedans. Non, il y a pas, pour le moment il n'y a pas Voltic, il n'y a pas Ratal dedans. Puis on ne connaît même pas Voltic. À l'international, nous on connaît au Togo. Abi, un commentaire et on passe à un autre sujet. Ouais, je crois que plus le monde avance, plus tout devient du jampon. Vous vous rappelez, je vous faisais rire un jour quand on était tout petit, quand un ustensile arrive et qu'il n'est pas venu de France ou bien d'Allemagne, nos vieilles appellent ils disent que c'est du Japon. Tu comprends? Oui, donc c'est de la pacotille, quoi. Donc plus on avance, tout ce que nous utilisons, ça devient du Japon. Et c'est un peu triste, mais puisqu'on dit souvent que l'homme que ça tombe avec ses dents, bon, on va voir s'il n'y a pas quand même une solution. Parce que si on veut faire une étude poussée, on vous dira que tout ce qui a pour contenant les plastiques n'est pas tellement sain pour la santé, surtout quand l'aliment est chaud et qu'il est dans un plastique. De suite, quand tu fais les démonstrations, tu ne vas plus manger dans un plastique. Donc, je crois que plus la science avance, plus on est informé, on va prendre les précautions. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement togolais semble abandonner cette bataille contre les plastiques? Non, bio, regarde, voilà, c'est ça. Bon, tu sais, je crois que là, c'est une politique qui doit être beaucoup plus vaste et très tôt. Ils ont pris conscience et on a eu l'effet d'annonce. Mais malheureusement, là où nous sommes actuellement, je crois que c'est un leurre, hein. Même cette bataille, même les financements qui sont allés dans les petits regroupements de quartiers au niveau des ONG pour que les gens... Qu'est-ce qui se fait dans certains pays? Dans certains pays, par exemple, si on cible votre montre là que c'est un danger public, si c'est-à-dire ça caracasse est un danger, qu'est-ce qu'on fait? On dit que, bon, par exemple, à chaque fois que vous consommez, vous voulez jeter, au lieu de jeter, si vous arrivez à collecter tel nombre que vous amenez ici, vous avez telle subvention. Oui, pour le recyclage. Exactement. Donc, les gens font tout pour encourager le consommateur à aider au recyclage. Bon, chez nous ici, vous vous rappelez même Foria Singbe tout récemment a acheté du pain dans un plastique. Donc, n'allez pas demander à ma maman, n'allez pas demander à ma maman au village. Du pain dans le plastique, on le lui a donné. Mais il pouvait refuser de donner l'exemple. Là-bas, s'il vous plaît, il pouvait donner l'exemple. Ça devait être un grand coup médiatique. Malheureusement, donc on fait avec. D'accord, très bien. Credo. Non, mais je crois que la question du plastique est quand même intéressante. Non, la question du plastique est intéressante, mais ce que mon beau-frère Alpha Abi n'a pas dit et qu'il a oublié, c'est que lorsque Tipeee était en location au niveau de Air Burkina, il mangeait Waché dans du plastique. Donc nous avons vu ça. Donc comme c'est son mentor et autres là. Mais le chef Tipeee, lui, il allait acheter du Waché dans du plastique. Vous l'avez vu? Oui. Non, mais au niveau du Air Burkina, donc je peux même te citer le nom de la bonne dame. Mais comme cela, mon beau-frère Abi Alpha n'a pas à occulter cela. Donc c'est pour dire que, en fait, le problème, c'est pas parce qu'on a offert à fort du pain et puis l'emballage. À fort du pain et avec cet emballage et autres là. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que la démarche a été faite instantanément. Mais il faut faire la campagne, la publication, la sensibilisation pour que les consommateurs togolais puissent se départir de. Le gouvernement togolais a pris des décisions. Oui, peut-être avant Tchania. Moi je vais dire juste, il faut recadrer le débat. C'est-à-dire que la question du plastique est une question qui a été discutée au Conseil des ministres. Oui. Un décret a été pris. Un moratoire a été donné deux fois. Un moratoire a été donné pour interdire l'usage du plastique. La production et la consommation du plastique. Sauf que, à l'application, les opérateurs économiques
ont pris le dessus sur... il y a des intérêts qui étaient en jeu, qui ont fait que le gouvernement n'a pas pu avancer. Ça, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'il y a de grandes sociétés qui produisent des plastiques qui sont dans la zone portuaire, qui payent des impôts, qui emploient des gens, et qui ont mis qui ont investi, donc qui ont mis cette menace-là dans la balance, et le gouvernement a dû ravaler son décret. En réalité, c'est ça. Sinon, s'il y avait du plastique, s'il y avait du papier recyclable sur le marché, progressivement, les plastiques... Il y a eu une entreprise qui s'est essayée, mais... personne n'en achète parce que justement c'est cher. C'est ça. Donc voilà, le Togo a voulu copier l'exemple du Rwanda, sauf qu'on n'a pas les tripes comme au Rwanda pour aller au bout de ce décret qui a été pris au Conseil des ministres. Non, bon, moi je crois que au-delà de tout ce que nous disons, il ne faut pas que nous nous limitons à faire porter le chapeau à tout ce qui est pris comme décision au gouvernement. Il y a des décisions que le gouvernement prend, que nous-mêmes, journalistes, nous devons contribuer à accompagner. Aujourd'hui, on a parlé des plastiques et puis finalement... Non, ce sujet de plastique, tout le monde en a parlé. Oui, j'ai dit... On a encouragé, on a sensibilisé de l'opinion. On devrait continuer puisque le gouvernement... Oui, sauf que vous avez dit... Le gouvernement n'a pas fermé les usines. Oui, écoutez, moi je ne connais pas les usines qui produisent... C'est au port. Les plastiques. Mais au même moment, j'ai dit que les journalistes doivent pouvoir de temps en temps aussi accompagner certaines dynamiques comme celle-là. Et donc, quand on se contente de dire le gouvernement a fait tant, le gouvernement a fait tant, vous avez heureusement, vous connaissez les sociétés, puisque vous savez que les sociétés sont implantées au port, depuis que vous sentez que les producteurs ont pris le dessus sur un décret que le gouvernement a pris. Je crois qu'on aurait même pu aider notre pays, puisque... attendez, en écrivant et en dénonçant ces gens-là pour attirer... Attendez, Tchaniao, il y a beaucoup d'associations qui ont dénoncé cela. Il y a notre confrère Ambroise Pondio qui a investi là-dedans. Les associations ont baissé le bras. Il faut continuer par le faire et à appeler le gouvernement à faire en sorte qu'on mette la main sur ces gens-là. Si nous voulons contribuer à la réussite de tout ce qui se fait, nous devions continuer sans nous lasser. Merci beaucoup, Fabrice, sur le sujet du plastique. Oui, non, je crois qu'il y a une disposition qui est là pour interdire cela, sauf que l'application pose problème sur le terrain. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à prendre les mesures qu'il faut pour soit empêcher... mais la plus grande partie, ça vient de l'extérieur, du Nigeria et autres. Donc, ça voudrait dire que... Comment ça se passe que ça franchit notre frontière alors qu'il y a une loi qui l'interdit? C'est ce que je dis. C'est-à-dire quand c'est un peu la bataille entre les environnementalistes et le commercial, les grands industriels. Donc, c'est une bataille de tous les jours. Ça, il faut le dire. C'est vrai que on peut faire... parce qu'il faut aussi, à un moment donné... se rendre compte que parfois c'est des dispositions, c'est-à-dire les conséquences par rapport à ces plastiques-là, ça semble être à long terme, ce qui fait que parfois les États, lorsqu'ils voient un peu ce que ça rapporte sur le plan financier, et puis les enjeux environnementaux, parfois on a l'impression, on prend les décisions, mais on ne les applique pas parce que quelque part il y a un retour financier sur ces produits-là qu'on importe. Or, donc on banalise le côté environnemental. Oui, on banalise le côté. Et aujourd'hui, c'est ça le grand combat quand vous voyez des grands pays comme les États-Unis se retirer des accords, de tout ça là et autres. C'est un peu ce que les gens regardent, alors que les environnementalistes mettent beaucoup plus la santé de l'homme au centre de tout, puisque quand vous faites toutes les démonstrations aujourd'hui, vous allez constater que ces sachets plastiques là, c'est une véritable bombe à retardement. Quand vous allez un peu sur l'ancienne décharge à Agoué, Autocross, vous voyez qu'on a tenté de détruire la décharge là-bas, mais c'est compliqué. Et maintenant ils sont allés reverser ça du côté sur la route de Mishintove. Ou parce qu'on a estimé que aujourd'hui il y a trop de maisons qui entourent l'endroit, il faut aller loin. Mais celui qui a pensé qu'il fallait amener ça loin n'a pas beaucoup réfléchi, parce qu'aujourd'hui ces décharges là aussi se retrouvent en pleine ville. Oui, parce que quand vous prenez la route de Mishintove, vous allez voir qu'il y a beaucoup de maisons, les gens cohabitent carrément avec les ordures. Et quand vous voyez toutes ces ordures là, c'est du sachet plastique, surtout les sachets noirs, qui créent un réel problème de santé publique. Donc je crois qu'à un moment donné, on doit encore interpeller le gouvernement aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement parfois joue un jeu. Oui, on veut respecter les accords à l'international, on prend la disposition,
Mais on se rend compte que quelque part aussi sur le plan commercial, les entrées, douaniers, tout ça là, c'est intéressant. On a la loi, mais on ne l'applique pas. Et c'est pour cela que je suis d'accord pour dire qu'il faut effectivement que les ONG ne baissent pas les bras, même si elles ont beaucoup fait, les journalistes qui s'intéressent aux questions de l'environnement et tout cela et autres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je peux m'intéresser aux questions de l'environnement, hein, je vais écrire. Oui. Mais si toi, tu es soutenu par les industriels, toi aussi, tu peux écrire pour défendre. Donc, il y a une question d'intérêt là-bas. Maintenant, quand on démontre pour dire que ça a un problème sur la santé, les gens ne voient pas ça tout de suite. Bien. Je crois que par 2 fois, moi, j'ai vu dans des hôtels de l'eau en bouteille. Je me suis dit que c'est un luxe. Tu vois, je suis autour de la table grâce à cette étude que je me rends compte que c'était, au fait, ce qui devait être. Donc peut-être même qu'après 50 ans, on vous dira qu'en bouteille même, c'est encore un souci. Donc je crois que c'est un combat de tous les jours. Et puis, quand je parlais, je ne connais pas un seul Togolais qui ne mange pas actuellement dans le plastique. Si vous en connaissez un, que vous me donnez l'autre. Mais j'ai dit que s'il y a un exemple, ça devait venir d'en haut, puisque c'est d'en haut qu'on a signé des arrêts. Donc, que Achada mange ou bien que Moumouni mange, c'est pas mon problème. donc, je crois qu'on n'a qu'à faire un effort. On n'a qu'à faire un effort pour que ça commence par nous, pour que nous donnions le message qu'il faut. Bon, on aurait dégagé tiré notre épingle du jeu, et puis maintenant, puisque, au fait, c'est qu'on dit là, je vous disais juste que cette étude qui a conclu que l'homme creuse, ça tombe avec ses dents, mais le jour où tu serais pas venu à creuser ta tombe, c'est toi seul qu'on va enterrer. Donc, il faut que chacun aille à l'information, à la vraie, et tienne compte dans le quotidien, quoi. Bien, très bien. Mais je voulais qu'on aborde notre sujet, à moins que Credo veut ajouter un dernier mot, parce que c'est vous qui devez prendre la parole dernièrement. Non, mais moi, je pense que pour ce sujet concernant l'usage des plastiques, donc la sensibilisation ne doit pas être uniquement le rôle des journalistes, mais moi, je dis, les politiques, les autorités qui ont pris des décisions comme ça doivent mettre les garde-fous, même au niveau... Parce que c'est un engagement. C'est un engagement et il faut protéger les populations, même si la sensibilisation n'est pas si accentuée, du moment où, au niveau du gouvernement, ils ont pris conscience que cela a des effets néfastes sur la santé des populations. Donc, même s'il faut aller à des mesures drastiques, il faut y aller pour que demain... Parce qu'ailleurs, ça se fait. Alors, est-ce qu'on doit dire que le gouvernement rwandais est plus humain que le gouvernement togolais? Non, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Kigali, verront que... J'ai été une fois. Oui, toi, c'est seulement une fois. Donc moi, j'ai été plusieurs fois. Donc, je crois que mon beau-frère Abi Alpha aussi l'a été. Ou bien s'il n'a pas été, peut-être qu'un Salifou l'a été. Et là, c'est pour dire que il y a un engagement au sommet de l'État. Et l'engagement au sommet de l'État, c'est d'arriver à dire aux citoyens que tel comportement est prohibé. Et lorsqu'on met les moyens, lorsque au niveau du gouvernement ou bien au niveau de ses démembrements, et on sent une certaine rigueur, donc je crois que cela va motiver les gens. Maintenant, nos frontières sont tellement poreuses que tout rentre contre des pièces sonnantes et puis trébuchantes. Donc c'est ce qui fait que on n'arrive pas à taper du poing sur la table. Mais moi, dans ce truc-là, il y a un département qui est très important qu'il faut attaquer, c'est celui du commerce. Et là, on viendra aussi à celui de la santé, parce que on a comme l'impression que ce sont des portefeuilles dont les occupants sont en fait des objets de décoration. Comment ça? Non. Qui n'arrivent pas à appliquer toutes les décisions qui sont prises. Disons-nous la vérité, nous n'avons pas fait la part belle. Est-ce que c'est à eux de le faire? Il y a un patron quand même. Non, qui impulse. Le patron impulse et le patron a fait prendre les décisions. Est-ce que vous pensez que c'est le patron qui va se mettre maintenant à appliquer les décisions? Nous avons un ministère du commerce. Mais comment faire pour que les sachets plastiques n'arrivent plus sur le territoire? Nous avons un ministère de la Santé. Vous allez voir même que dans le problème des médecins, c'est comme si on n'a même pas de ministre de la Santé. Peut-être qu'il se préoccupe beaucoup plus de sa clinique. Ça, c'est notre débat. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Tchenyao, vous voulez prendre la parole et puis on va passer à notre sujet. Non, moi je voudrais dire que nous, même journalistes, nous jouons trop parfois la duplicité. Nous venons dénoncer des faits, mais quand les gens vont commencer par poser des actes, tout à l'heure j'ai écouté Credo qui disait qu'il faut qu'on passe même par des moyens drastiques pour que on puisse amener les gens à ne pas avoir de ces comportements-là. J'ai plusieurs fois, à plus de 4 fois, écouté Ferdinand, qui disait tout le temps que pour la fluidité de la circulation à Lomé, par exemple, de faire en sorte que les motos n'y soient pas. Oui. Il a tout le temps dit ça. Et ça, quand il le dit,
le même Ferdinand ou nous-mêmes journalistes qui dénonçons certains faits, vous allez voir que quand le gouvernement va commencer par poser certains actes, nous serons encore là pour être du côté, parce que le côté social est très sensible dans notre pays, au point qu'il y a certaines décisions ou certaines situations qu'on ne peut pas. Vous pensez que l'autorité ou le gouvernement n'a pas la manette pour faire passer certaines choses? Ils en ont. Mais quand on en vient à passer prendre des décisions impopulaires, et que les gens les rendent impopulaires. Ce que vous dites là, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement de Faure Gnassingbé a peur de prendre des décisions impopulaires. Non, au risque de perdre le pouvoir. Est-ce que ce sont des décisions impopulaires? Le fait qu'on dise, par exemple, je reprends l'exemple que je disais de Ferdinand. Ferdinand dit que tout le temps, les sources d'accidents, je le dis, ceux qui font on a fait débat ici. Ils m'écoutent. Oui, bien sûr, ceux qui ont des motos qui circulent, ils m'écoutent. Bon, maintenant, quand un journaliste annonce, par exemple, que dans d'autres pays, vous ne trouvez pas de moto en pleine ville, comme en une capitale comme Lomé. Oui. C'est pas une fois que Ferdinand le dit. Mais aujourd'hui, je dis que si, par exemple, le Togo embrasse ce schéma, vous allez voir que il va être peut-être surprenant que le même Ferdinand revienne dire qu'une chose est que les gens... Non, c'est un exemple que je donne. Vous allez avoir la parole. Nous-mêmes, nous jouons parfois la duplicité. Tout à l'heure, on a parlé des plastiques. Ce n'est pas difficile d'imposer un rythme aux populations pour que les gens n'utilisent plus ces plastiques. Maintenant, comment le faire? Il faut que nous-mêmes, nous soyons dans la dynamique d'accompagner comment cela va se faire. Il y a par exemple aujourd'hui des faits que nous constatons. Nous sommes en train, par exemple, même de bouder la justice. Je ne vais plus ouvrir d'autres brèches. Oui. Il y a des moments où, quand les gens les réactions que la population font aujourd'hui ne donnent plus la possibilité que des procédures puissent aboutir. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, il n'a pas de chance que vous puissiez réussir tout pour que le pays marche bien. Merci beaucoup. Je ne vais pas ouvrir trop de brèches, mais vous comprenez ce que j'ai dit. Moi, je voulais juste dire que quand on est gouvernant, à chaque décision qu'on prend au sommet de l'État, il y a toujours des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que si le gouvernement prend la décision d'interdire les sacs en plastique, les sachets plastiques, et la production qui en est faite au Togo, ça veut dire qu'il faut trouver une alternative. L'alternative, c'est des sacs biodégradables qui sont en carton au Ghana, il y a des et tout ça. Maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usine qui fabrique les papiers en plastique, le gouvernement qui donne le moratoire, c'est que dans 2-3 ans, cette usine va migrer du plastique vers le carton. Parce que ce sont les mêmes usines qui fabriquent les cartons dans le pays. Et donc, moi, je pense que tout est question d'une volonté politique. C'est tout est question d'une volonté politique. Et le fait d'interdire les sachets en plastique, ce n'est pas une décision impopulaire. Encore que, bon, sur les questions des motos, je sais que ça va être impopulaire, mais dans plusieurs villes, parce qu'il faut imaginer le transport que nous allons faire de nos villes demain. Parce que les gens qui sont ici, nos camarades qui sont ici, qui ont des voitures, ils savent comment est-ce qu'ils font le slalom en circulation pour éviter de cogner les gens. Maintenant, vous avez les tricycles qui sont là. Avant, on avait les motos. Maintenant, on a les tricycles qui sont là. Des gens, ils conduisent, ils n'ont pas de permis, il n'y a pas de rétroviseur. Ils prennent des femmes, des charges dedans. Eux aussi, ils sont dans la circulation. Et puis, ils vont cogner des voitures, ils font des accidents. Donc, je pense que quand on est ministre du Transport, on n'est pas là seulement pour aller sur les chantiers ou bien pour faire des trucs, mais pour signer des accords. Mais on doit avoir un laboratoire pour réfléchir à ce que les transports en commun doivent être demain. Est-ce que nous allons privilégier... Dans 5 ans, dans 10 ans? Oui, est-ce que nous allons privilégier les transports en commun, les rails, l'autorail, pour éviter que les motos, les voitures, tout ça, on n'ait pas une ambiance délétère en ville. Parce que tout ça aussi, c'est la pollution. Et j'ai donné l'exemple du Cameroun que Tchaniao connaît bien, qu'à Yaoundé, il n'y a pas de moto en ville. Il y a un périmètre. Les motos sont peut-être vers Zanguera, Toglekop, mais il y a un périmètre en ville où les motos ne rentrent pas. C'est la même chose à Douala. On n'interdit pas l'activité des motos, mais on les repousse hors d'un périmètre de la ville pour que la ville soit seulement occupée par les transports en commun, les taxis. Donc, vous avez vu le débat aujourd'hui en France, à Paris, avec les Belges de la Seine et Anne Hidalgo sur l'interdiction des circulations sur... Donc, la ville telle que nous la voyons aujourd'hui en train d'évoluer, il faut que nos ministères des Transports réfléchissent, s'attachent les services d'experts. Ils ne sont pas là seulement pour signer les accords. Vous parlez encore d'experts? Oui. On va ramener des blancs. Non, ce n'est pas des blancs forcément. Il y a des Togolais, des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des gens qui ont été à ces genres d'école, qui peuvent imaginer la ville de demain. Comment est-ce que nous voulons que la ville soit? Parce que si le cadre de vie n'est pas un cadre de vie très bon,
nous avons tous les problèmes de santé. Fabrice a parlé tout à l'heure des tas d'ordures qui sont dans en pleine ville. Oui. Et vous imaginez, les plaisantins vont mettre du feu et toute la nuit, ces plastiques-là envoient des trucs dans l'air et c'est le cancer. Oui, bien sûr. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais qu'on aborde un autre sujet sur beaucoup plus le Front social qui est en ébullition depuis quelques jours. Vous savez, les médecins sont en colère, les enseignants également. Toute cette semaine, la ville de Kara était presque invivable pour les enseignants qui sont poursuivis un peu partout, des militaires qui ont pris le contrôle de la ville. On nous apprend il y a quelques minutes que les enseignants à Kara qui ont été arrêtés, qui ont été déférés, à la prison, sont à la justice, on va les juger ce matin. Il y a les travailleurs de la ST également qui sont en colère. L'amertume semble gagner presque tout le cœur de ce côté-là. Alors, est-ce que Faure Gnassingbé saura être attentif à tous ces cris aujourd'hui, à votre avis, Fabrice? Oui, mais je crois qu'il est attentif. Il y a même des initiatives qui sont prises. Peut-être que ça peut paraître insuffisant pour ceux qui mènent les actions. Quand je prends le domaine de l'éducation, je crois que depuis le début de la rentrée, avec les multiples grèves, il y a quand même ce comité là qui a été mis en place, qui est chargé de trouver des solutions. Donc ça voudrait dire qu'on n'est pas insensible à ce qui se passe. Et il y a quand même quelque chose qui est en train d'être fait, mais peut-être que c'est sur les résultats qu'on ne s'entend pas. Les enseignants, les syndicats estiment que peut-être c'est insuffisant ou on ne prend pas le problème comme on devrait le prendre. Donc sur cette base, on ne peut pas dire que l'État togolais ou le gouvernement est insensible par rapport à ça. Maintenant, sur les questions, sur le plan santé, ça aussi, je crois que le premier a posé le diagnostic comme quoi nos structures sanitaires, ce n'est pas vraiment ça, ça ne tient pas, ce n'est pas forcément les syndicalistes qui sont les premiers à poser ce diagnostic. Le gouvernement même l'a fait et a reconnu que tout le système est défaillant et qu'il fallait faire quelque chose. Et là aussi, il y a quand même aujourd'hui un projet qui est en phase pilote, la contractualisation. Et là, ça voudrait dire aussi qu'on est conscient que ça ne va pas, mais il faut prendre une initiative. Maintenant, sur l'efficacité... Ceux qui pilotent le projet de la contractualisation, il semble qu'ils sont partis. Non, c'est pas encore ça le débat. Maintenant... non, mais il semble qu'ils sont partis. Le confrère, non, ils sont pas partis. Flambeau des démocrates a annoncé, il y a un groupe qui est parti. C'est une source. Moi aussi, j'ai une source où on a fait le bilan tout dernièrement pour dire qu'à Tapamé, les résultats sont concluants. C'est après ça. Oui, mais c'est après ça que cette information est sortie. Oui, c'est-à-dire que le projet continue. Le projet continue, c'est pour dire que maintenant, sur les résultats du projet, on peut ne pas être d'accord. Certains peuvent estimer que ce n'est pas efficace. C'est pour cela qu'on a parlé de phase pilote. Donc ça voudrait dire que quelque chose est essayé. Après, on peut améliorer. Mais quels sont les résultats? Là, les avis peuvent être partagés. Certains peuvent dire non, la solution que vous apportez, ce n'est pas forcément elle. Il vaut mieux plutôt faire ceci ou cela. Mais c'est une bonne chose d'avoir pensé, initié quelque chose. C'est la preuve que, quelque part, on n'est pas également insensible à ce qui se passe. Et donc, je crois que ce sont les deux secteurs-là aujourd'hui, même si dans d'autres secteurs également, il y a des soucis. C'est les deux secteurs où ça bouge beaucoup, l'hôpital et l'éducation, puisque quand vous prenez le mot d'ordre de la grève de la STT, bon, il y a une confusion totale. Il y a le CZ qui a lancé, il y a également le Synfot qui a lancé, et généralement le Synfot, c'est pratiquement eux qui se retrouvent au niveau de la STT, puisque vous allez voir qu'au niveau de l'administration, ça n'a pas vraiment été suivi comme d'habitude. Donc, de façon globale, je crois qu'aujourd'hui, il est question de voir sur toutes ces revendications-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Bien, d'accord. Abi, la question des médecins, elle est préoccupante aujourd'hui, puisque depuis le début de la semaine, le Synfot a annoncé une grève sèche, les hôpitaux sont désertés. Alors, le confrère Lévé de l'annonce ce matin dit que les perdants, en réalité, dans tout ça, ce sont beaucoup plus les populations et non le pouvoir. Est-ce que ça, c'est pas une vérité aussi? Bon,
C'est la population, ça je suis d'accord avec l'éveil de la nation. De la nation qui dit ça, c'est la population qui perd d'abord, ce n'est pas encore. Fornia Singbe ne se soigne pas ici, moins encore ses collaborateurs, tous vous savez où ils se soignent, donc c'est vous et moi d'abord qui payons l'ardoise en termes de conséquences. Maintenant, par rapport aux résultats politiques, c'est eux, c'est pourquoi tout le temps c'est leur nom qu'on parle ici, on n'a jamais appelé le nom de mon papa ici, parce qu'un hôpital ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est très facile de dire que les gens sont conscients que la situation n'est pas bien. Au même moment, on pose des actes qui n'affichent pas le fait qu'on soit conscient de la situation. Quand on me dit que dans un pays comme le nôtre, les gens continuent par traverser la frontière pour aller, n'est-ce pas, se faire soigner. Il y a un aspect des soins qui fait obligatoirement traverser la frontière, les scanners. Pour aller, n'est-ce pas, se faire le scanner parce qu'il y a un bilan médical qui demande un scanner. Il est obligé de... Ceux qui sont à Ketao passent de l'autre côté nord, ceux qui sont à ce côté passent par Tchamba pour aller faire... À Lomé, on passe à Soukakopé, vers le Ghana. Oui. La seule clinique qui tient, je crois que c'est 2 ici, ce n'est pas Hôtel de Lille, c'est un peu vers Djernaoué. Bon, et que l'État même n'est pas un scanner digne de ce nom. Au moment où on nous dit que des fonds alloués à un scanner à concurrence de 10 milliards ont été dilapidés, que rien n'a été fait, c'est difficile que tu me convaincs que les gens sont conscients que ça ne va pas. C'est difficile que tu me convainques. Même le paysan le plus reculé va te dire, mais c'est quoi cette prise de conscience? Quand au même moment, il y a ça là, il faut que ça commence par quelque part. C'est vrai, actuellement, nous avons été très remontés, c'est-à-dire, c'est avec fierté qu'on a accueilli l'information comme quoi, d'ici peu, grâce à la collaboration avec l'Inde, nous aurons ici un hôpital de grand standing. Oui. C'est une très bonne chose. Encore que c'est-à-dire, on dit souvent, il vaut mieux tard que jamais. Oui. Si ça se réalise, c'est une bonne chose. Sauf que c'est la même Inde qui a financé les 10 milliards que les gens ont dilapidés. Les 10 milliards que les gens se sont partagés. Le plus gros, je vous ai dit que le plus gros, le plus costaud, entre eux, a mangé 5 milliards. Les 5 milliards restants, les autres se sont partagés et ils sont allés en France importer un scanner, prêtez-moi le nom, un scanner réformé. Quand on dit réformer, les spécialistes en savent recycler. Donc, ils sont allés, n'est-ce pas, importer ça. Une partie du montage du scanner a été faite. C'est-à-dire, quand ils ont trouvé ça, le scanner était amputé d'une partie de ses membres. Donc, certaines pièces ont été amenées de l'Allemagne, d'autres de la France. Et c'est un scanner comme ça qui est venu ici. Non seulement c'était déjà un vieux truc, la composition des pièces ne pouvait pas faire marcher le truc. Et c'est comme ça. Est-ce qu'on a interpellé quelqu'un ici? 10 milliards, c'est quand même 2 mois et demi de salaire pour tous les Togolais, militaires et civils compris. Mais quelqu'un comme ça, 2-3 personnes se sont dilapidées. Et aujourd'hui, moi, c'est difficile qu'on me dise que les gens sont conscients que tu sais, le minimum. Quand vous regardez, vous faites le bilan depuis que M. Fornia Singbe a pris, bon, peut-être que il n'a pas les moyens pour qu'on lui demande de nous offrir la lune. Mais au moins qu'on conserve le peu qu'on a trouvé. Il faut au moins que le peu qu'on a trouvé, que ce soit fonctionnel. Plus, le peu qu'on a trouvé est en train de se délabrer, c'est en train de finir. Et on arrive à rien installer, mais c'est difficile que monsieur Fabrice me dise que les gens sont conscients, quoi. Les gens, les dirigeants sont devenus des commerçants dans beaucoup de choses. Je donne un petit exemple. On n'a plus de temps. Je donne aussi la parole aux autres. Excusez-moi. Juste. Quand on parlait de l'assainissement dans la ville avec les plastiques, moi je connais une structure ici qui continue par marcher. Elle consomme 6 milliards par an. Cette structure, à sa création au départ, si elle avait été gérée comme ça se doit, peut-être qu'une bonne partie de ce problème serait résolue. Mais de grosses personnes en ont fait un commerce. Ils ont mis un officier pour gérer ça. Mais au fait, l'officier n'est actuellement qu'un salarié. Il y a plus gros que lui parce que c'est beaucoup d'argent là-bas. Voilà comment, quand les dirigeants sont des commerçants, de quoi ça accouche, quoi. La question, la grève au niveau des médecins,
Est-ce que c'est pas un problème aujourd'hui? En même temps, est-ce que moralement c'est soutenable? Non, mais moi je crois que les médecins sont en train de se faire entendre. Là où c'est un problème, c'est que ce sont les pauvres populations qui sont pénalisées. Et eux-mêmes le savent. Peut-être que eux-mêmes, leurs enfants n'iront pas dans les hôpitaux publics, mais les enfants, soit ils vont les soigner à la maison, bien les amener dans leur clinique. Mais ceux qui sont les plus perdants, ce sont les populations. Ça veut dire qu'il faut régler le problème. Il faut régler le problème. Tout à l'heure, vous doigtez le ministère de la Santé. Vous avez le sentiment que le ministre est là pour faire autre chose, quoi. Il s'intéresse pas. Non, c'est pas que j'ai le sentiment. J'ai comme l'impression que ce ministre, le professeur Midi Yawa, est un pot de fleurs. Donc, il n'est là que pour décorer les choses. J'aurais souhaité que ce ministre soit beaucoup plus dynamique. Vous voyez, nous accusons aujourd'hui les médecins que le fait de faire cette grève sèche, ça pénalise beaucoup plus les populations. Mais certes, M. Mediawa n'est pas pénalisé, même les médecins ne sont pas pénalisés. Mais pour un ministre de la Santé, voyant les choses venir... Il n'y a aucune discussion aujourd'hui avec le Saint-Fort. Non, mais c'est comme si... Personne ne discute avec eux. Oui, mais au même moment, nous avons un ministre de la Santé qui ne prend pas langue. Donc, ce n'est pas à Fort Gnassingbé de se déplacer et puis prendre langue avec les médecins. C'est lui qui a ce portefeuille. Il peut aussi le faire, Non, il peut le faire, mais du moment où il y a délégation de pouvoir, le ministre de la Santé est là et il a une lettre de mission. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta famille et le ministre reste dans son coin comme si de rien n'était et autres là. Maintenant, revenant au problème même de cette grève sèche, c'est là où je m'interroge, je me dis, mais est-ce que ces médecins ont totalement cette conscience professionnelle? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire au moins le service minimum? Là, j'ai un ami qui a sa maman qui est gravement malade. Donc, on devrait même lui amputer les pieds. Mais l'ami me disait tout de suite au téléphone que le mercredi dernier, que sa maman était là, que sa maman devait faire un long séjour au CHU Campus. Mais que les médecins sont venus lui dire le mercredi de sortir, qu'ils vont commencer leur grève le jeudi, et que dès qu'elle aura et que les services ont repris de revenir. Donc là, c'est là où je voudrais même interroger la conscience professionnelle de nos médecins, de ceux qui sont les grévistes. Est-ce que c'est ce que leur dit le serment d'Hippocrate du moment où les médecins disent qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur travail véritablement. Non, pour ce qui concerne les conditions de travail, nous les comprenons. Mais les conditions de vie aussi sont à côté. Donc ils n'ont pas... Ils parlent beaucoup de conditions de travail. Hein. Il y a une contradiction. Non, mais les conditions de travail autres là. Mais moi je crois, même si les conditions de travail ne sont pas tellement réunies à 100%, ce n'est pas en faisant cette grève sèche là qu'ils auront les conditions de travail. Peut-être que on va encore créer une commission pour essayer de discuter avec eux, mais ça prendra le temps que ça doit prendre. Parce que résoudre les problèmes de la santé aujourd'hui ne peut pas être une magie qu'on va faire. Donc c'est là où je dis, les torts sont partagés. Les médecins, en faisant cette grève sèche-là, n'ont pas totalement cette conscience professionnelle, mais s'ils sont arrivés là-bas, c'est que à un certain moment, ils peuvent se dire qu'ils ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés. Et c'est là où je pénalise. Que je mets en cause le ministre de la Santé là. Donc c'est comme si le gars, il a un pot de fleurs et autres là. Si il doit être un pot de fleurs, au moins qu'on le sorte du gouvernement et puis qu'on sache que tous ces avantages de salaire là, ça va profiter à résoudre un tant soit peu un autre problème et autres là. Bien, Ferdinand Haïté, quel est votre avis sur cette question? Non, moi je crois que lorsqu'on conduit un pays de façon hasardeuse, c'est comme ça que c'est les résultats que ça donne. Moi je dis chacun utilise les armes qu'il a pour se défendre. Hein. Vous imaginez si demain matin ici les militaires sortent et puis tirent en l'air. On ne le souhaite pas. Pour dire bon... Quoi, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire là Non, je dis on ne le souhaite pas, mais c'est un exemple que je donne. Dans les 24 heures, le gouvernement va trouver l'argent pour eux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, quand c'est les armes. Donc ils vont trouver l'argent pour eux. En moins de 24 heures, ils vont trouver l'argent pour eux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, alors, on l'a vu ailleurs. Alors, et les médecins? Pourquoi on ne veut pas leur trouver de l'argent? Et depuis qu'on est là, nous connaissons tous les cas de délabrement avancé de nos centres de santé, de nos hôpitaux. Quand on le dit pour tout le monde. On ne le dit pas pour quelqu'un qui est du pouvoir ou quelqu'un qui est de l'opposition. On le dit pour tout le monde parce que si même les premières autorités ne se soignent pas là-bas, au moins quelqu'un de leur famille, quelqu'un de leurs proches se soigne là-bas. Et je voulais toujours dire, chaque week-end on va enterrer les gens au village. Moi, je ne vais pas me soigner à l'hôpital, mais j'irai quand même enterrer un frère, un petit frère, un cousin au village parce qu'il est mort à l'hôpital, parce qu'on n'a pas pu l'opérer, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Donc, je pense que il doit y avoir une prise de conscience au sommet de l'État. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ces problèmes-là, que ce soit l'enseignement ou l'éducation, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans que ça dure.
On a quand même quelqu'un qui est investi d'un pouvoir par le peuple, si on le prend ainsi. C'est lui qui est comptable à la fin de son mandat. Ce n'est pas ces ministres qui sont comptables. Si les ministres sont dépassés par les événements, pourquoi le premier responsable du pays ne reçoit pas les gens? Les ministres ont aussi une obligation. Je n'en disconviens pas. Les ministres ne sont que des serviteurs. Celui qui les a nommés, parce que c'est lui, on parle de délégation du pouvoir, mais c'est lui qui est investi de ce pouvoir. Si les ministres sont dépassés, celui qui a été investi pour conduire le pays pendant 5 ans, lui fait quoi? Est-ce que c'est un super homme qui ne peut pas recevoir les médecins, recevoir les enseignants? Même aux États-Unis, en France, tous les jours, même nous sommes là en plein mouvement de la SNCF en France. Oui. Mais à la primature, on reçoit les gens, à l'Élysée, on reçoit les gens, on discute avec les partenaires sociaux. On dit, voilà ce que nous pouvons faire dans 2 ans, voilà ce que nous pouvons faire dans 3 ans, voilà ce que nous pouvons faire dans 4 ans. Alors, les gens, à un moment donné, le fait même déjà de les recevoir, c'est une manière de les respecter. Mais quand on a l'impression que, bon, on s'en fout, et ils peuvent gréver, bon, nous, on n'a rien à faire. Regardez, par exemple, l'éducation. Depuis la rentrée, vous imaginez combien de jours les enfants sont restés en classe? Depuis la rentrée, vous imaginez, si vous faites le décompte des grèves, vous imaginez combien de jours les enfants sont restés en classe? Et vous pouvez comprendre que dans ce genre de situation, il y a un ministre de l'éducation qui est en poste, qui n'est pas sauté depuis, qui n'est jamais venu sur les écrans pour s'exprimer, pour dire à la population, voilà les députés aussi peuvent l'interpeller. Eux aussi ne le font pas. Oui, mais les ministres sont là pourquoi? C'est quoi leur responsabilité? Ils sont même pas capables de s'inviter sur les médias pour s'exprimer, pour dire à la population ce que nous faisons, ce que nous ne pouvons pas faire, avant qu'on aille à une étape supérieure. Alors qu'est-ce qu'on fait? À chaque problème, on crée des commissions bidons pour essayer d'endormir les gens ou de retarder au maximum. Qu'est-ce que vous n'avez pas créé dans ce pays? Commission nationale de dialogue, commission de quoi, commission de réflexion. Groupe de réflexion. On a créé tellement de commissions comme on en a créé pour les histoires de dialogue que, à la fin, les problèmes ne sont jamais résolus. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les élèves sont dans les classes. C'est que les gens, quand ils vont à l'hôpital, ils se fassent soigner. Moi, je pense que même c'est un crime pour un médecin de vouloir soigner les gens quand il n'a pas de moyens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez soigner les gens comment? Vous allez faire quelle magie? Le serment d'Hippocrate ne vous dit pas que bon, si vous n'avez pas le moyen, vous allez soigner les gens. Vous n'avez pas fait de la magie. Vous n'allez pas faire de la magie. Donc moi je pense qu'il revient aux autorités de prendre ces 2 secteurs à bras le corps et de régler le problème une fois pour de bon. On parle d'un ministre de la Santé. Ce ministre cumule lui seul au moins 4 ou 5 postes. Il est ministre de la Santé, il est directeur de l'ENAM, il est responsable de projet de quoi. Il est là-bas. C'est lui le directeur de l'ENAM. Il y est toujours. Oui. Et donc, on ne peut pas fonctionner comme ça dans un pays et attendre des résultats parce qu'un individu seul est dans 4 bureaux. Et à la fin, il est inefficace. Excusez-moi. Donc, moi, je pense que c'est le premier responsable du pays qui est comptable devant le peuple qui doit prendre les problèmes à bras le corps. Je ne pense pas que Faure est un demi-dieu. Même les demi-dieux ou bien Dieu, même aujourd'hui, il veut qu'on l'approche. Et je ne sais pas si sa fonction dépasse celle des talons qui ouvrent les portes de la présidence aux syndicalistes et discute devant le peuple. Et il dit clairement aux gens, voilà ce que j'ai dans la cagnotte. Voilà ce que je peux vous faire. Voilà ce que je ne peux pas faire. Comme ça, tout le monde c'est clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Ferdinalité. Voilà. Oui, Tchanyawa Remiaou, quel est votre commentaire par rapport à ces mouvements sociaux aujourd'hui? Oui, bon. On parle des enseignants, on parle également des médecins. Oui, je dis que personnellement, je suis conscient de tout ce que les gens réclament. Par exemple, je voudrais parler du corps de la santé. Les enseignants par ici, la STT par là. Je suis conscient qu'il s'agit des êtres humains. Et en toute situation, les êtres humains que nous sommes, nous aspirons toujours pour le meilleur. Tous les êtres humains ont des ambitions. Je disais sur une radio la dernière fois que même les Dangote, qu'on cite parmi les richissimes de l'Afrique, ils continuent par chercher le meilleur être, donc de l'argent. Donc les médecins, je les comprends, les enseignants, je les comprends, tous les fonctionnaires, je trouve que ils ont raison de vouloir avoir une vie décente et de meilleures conditions de travail. Bon, maintenant, quand je vois la manière dont les gens procèdent pour avoir cette condition, c'est en ce sens que je me pose des questions. Par exemple, nous avons... Les gens ont aussi le sentiment que quand ils ne bougent pas, rien ne bouge autour d'eux. Oui, je parle peu pour chuter, parce que les confrères ont beaucoup dit là-dessus. On a 2 minutes. Donc je regarde les enseignants, et je sais que la plupart des enseignants, ils sont comme toi et moi. Ils n'ont pas
trop de moyens pour, par exemple, envoyer leurs enfants en Europe, en Occident, pour étudier dans des grandes écoles. Leurs enfants étudient dans les mêmes écoles que nos enfants. Et je vois les médecins, je ne trouve pas que tous ont des moyens également pour envoyer leurs enfants en Europe, les faire soigner ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je regarde les morts. Les morts, ils sont inactifs. Ils n'ont même plus de parole. Ils n'ont rien à nous exprimer. Parce qu'on veut avoir une meilleure condition de travail, parce qu'on veut avoir une vie décente, on ferme les hôpitaux, on crée les morts qui sont innocents, et ces morts-là, on les prend en otage parce que là aussi, on a fermé les morgues. Moi, je voudrais en appeler à la conscience de tous les travailleurs, parce qu'il y a la STT qui est là, il y a les enseignants qui sont là, il y a le corps médical qui est là également. J'en appelle à leur conscience et j'en appelle également à la conscience des autorités du pays. Il faut que eux tous, ils créent un cadre qui permette de trouver même au minimum, le minimum de solutions pour qu'on ferme cette triste page-là. Je ne vois pas lequel des Togolais, qu'il soit de quel bord politique, parce que au Togo, nous avons des divergences, mais une convergence qui est la politique. Quand je me tire un peu dans mon lit, je sens des courbatures au dos, je peux me retrouver sur une plateforme ou quelque part et dire que non, c'est la politique qui me fait. Quand quelqu'un cogne son pied, il tombe quelque part. Quand il appartient à un bord politique, on finira par dire, bon voilà, c'est peut-être le pouvoir qui le fait ou c'est l'adversaire d'en face. Donc, il faut que les gens se transcendent, qu'ils fassent le maximum d'efforts pour dire, par exemple, aux médecins, vous avez des problèmes, nous le comprenons, voilà ce qu'on peut faire, et que les médecins comprennent qu'en un jour, on ne peut pas résoudre tous les problèmes qu'ils ont, et que les enseignants, qu'on puisse leur dire, vous avez divers problèmes, voilà ce que nous pouvons faire, et qu'on puisse leur dire, voilà, on le fait en même temps que les enseignants, et que tous les fonctionnaires acceptent le minimum qu'on leur propose, et que le pays soit relancé. Messieurs, merci beaucoup. Tchania Warimiaro, Fabrice Pekezi, Abi Alpha, Credo Tété et Ferdinand Haïté. Nous allons marquer la pause, on se retrouve juste après. 93.1 Taxi FM. D'accord, très bien. Oui, on est en studio, on est à l'antenne pour la seconde partie de Taxi Presse. On s'arrête jamais de parler en studio avec les confrères. Oui, Fabrice, on évoquait tout à l'heure la question de cette grève des enseignants, des médecins et puis des enseignants aussi qui sont dans la foulée. Vous voulez faire un commentaire? Oui, tu m'avais posé la question de savoir est-ce que le gouvernement est conscient de toutes ces difficultés-là aussi bien dans le secteur de l'éducation. Si il est attentif, je veux dire. Oui. Alors, donc... je crois que j'ai fait un développement très logique pour dire qu'en réalité, lorsqu'on te reproche quelque chose et tu ne réagis pas, on peut dire que tu n'es pas conscient de tout ce qu'on te reproche. Et j'ai dit ici dans le secteur de la santé, ce ne sont pas les syndicats d'abord qui ont attiré l'attention du gouvernement sur le système défaillant dans le secteur de la santé. Et même ils l'ont dit, Ferdinand est ici, il a fait un très bon dossier là-dessus au niveau du CHU Sylvanus Olympio avec M. Adam, et tout le monde a compris tous les problèmes. Et le gouvernement, même avant de lancer son projet de contractualisation, quand vous parcourez le projet, la comparaison avec l'hôpital d'Afagnan et tout cela et autres, et donc le diagnostic qui avait été posé. Oui, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient que ça ne va pas dans le système de santé. Maintenant, et j'ai bien dit, maintenant lorsque tu es conscient, forcément tu dois proposer des solutions. Et des solutions sont proposées. Mais sauf que par rapport aux solutions proposées, les gens ne s'entendent pas. On peut estimer que oui, tu es conscient, mais la solution que tu proposes n'est pas la meilleure, elle n'est pas efficace. Mais peut-être rater la solution ne veut pas dire que tu ne savais pas qu'il y a un problème là-dedans. Je crois que c'est en cela je dis, et quand mon confrère Abi me dit non, que ça ne prouve pas qu'ils sont conscients, c'est en cela je dis, il y a une conscience que ça ne va pas. Si des mesures sont prises, ça veut dire qu'il y a une conscience que ça ne va pas. Maintenant, sur le résultat des mesures prises, on peut se dire, ah, ça a échoué. C'est pour cela quand vous prenez la contractualisation, ils sont en phase pilote. On n'a pas encore fait le bilan aujourd'hui pour nous dire ça ne va pas, bon, on laisse tomber pour essayer autre chose. Et c'est en cela je dis, bon, dans la mesure où quelque chose a été proposé, c'est vrai qu'au départ, il y a aussi des médecins qui n'ont pas adhéré au projet pour plusieurs raisons.
ça, c'est pas toujours à 100% dans l'intérêt de toi et moi. Il y a plusieurs raisons qui entourent le fait que certains ont boudé. On va pas revenir là-dessus parce que c'est pas ça le débat. Et donc maintenant, on peut à un moment donné tirer la conclusion pour dire non, la solution que le gouvernement a tenté de proposer dans tel ou tel problème, ce n'était pas la meilleure, ce n'est pas efficace. Il faut penser à autre chose. Et donc c'est en cela je dis qu'on peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas une certaine conscience. Maintenant, la grève sèche. Je suis d'accord. Quand vous prenez le Synfort, on nous dit que c'est pour notre intérêt qu'on fait la grève, qu'il faut que ils aient les moyens de nous soigner. Ils aient les moyens de soigner. Bon, mais tu as dit qu'il y a qui n'ont pas le matériel pour travailler. Alors, lorsqu'on n'a pas la possibilité de travailler, on ne peut pas aller en grève. Oui, parce que la grève, ça veut dire cessation. Ça voudrait dire que... Non, une manière peut-être de faire pression sur... Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que les malades qui arrivent, c'est-à-dire aujourd'hui, le Synfort est en train de nous dire « Ah, nous n'avons pas de moyens. » Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de moyens. Le matériel est inexistant et tout cela et autres. Mais le peu que nous arrivions à faire avec le peu de moyens que nous avons, nous arrêtons. Et durant cette période, tous ceux qui auront le malheur d'être malades, supportez que c'est dans votre intérêt qu'on ne vous soignera pas avec le peu de moyens que nous avons. Allez mourir, le gouvernement verra les impacts de ce que nous sommes en train de faire comme grève. Ça, c'est votre compréhension de la chose. Laisse-moi terminer. Le gouvernement verra l'impact de notre grève et après, quand il réagira, ceux qui resteront vivants bénéficieront de bons soins demain ou un peu plus tard. Oui, des fois, il faut que des gens payent pour les autres aussi. Oui, donc c'est une question de casser les œufs pour faire des omelettes. D'accord. J'arrive. Moi, je pense que le problème est plus complexe et grave que ça. Moi, mes deux enfants sont nés au CHU Tocoin. Et je me souviens que quand ma fille est née, et quand on était à la pédiatrie, non pas pédiatrie, à la maternité, mais il n'y avait pas de place pour garder les bébés. Ils en mouraient tous les jours. Le lendemain, vous vous réveillez, il y a 2 ou 3 qui sont morts. Il y a des réalités qu'on ne montre pas comme ça au Togolais. Lorsqu'il fallait faire des analyses pour l'enfant, il a fallu sortir, aller dans une clinique parce qu'il n'y avait pas de matériel. Il y a France 24, il me semble, qui a fait un dossier récemment sur est-ce que vous savez que le centre hospitalier au CH Campus de Sylvanus Olympio, le plus grand centre de Lomé ou du Togo, quand les femmes veulent acheter de l'eau pour se laver, pour avoir de l'eau pour se laver, il faut aller dehors pour acheter de l'eau chaude, pour rentrer, dehors, pour se laver. C'est un vrai business aussi là-bas. Après les accouchements, il faut sortir, il faut aller dehors. Moi, j'ai eu 2 journalistes que j'ai recommandés, qui ont fait des accidents, que j'ai recommandés à des amis médecins pour les opérer. Pour les opérer, c'est la croix et la bannière. Ils sont dans la corporation, vous pouvez les demander. Pour les opérer, c'est la croix et la bannière, qui ont eu des fractures au pied. Certains ont fait 3 mois après la rééducation, c'est terrible. Donc, je pense que quand nous parlons des problèmes de santé, il faut quand même s'alarmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Surtout quand on est dans un mandat social. Parce que le visage du mandat social qu'on a aujourd'hui, c'est un visage abîmé. Hier, on a inauguré au Niger un hôpital de référence. Avant-hier, c'est au Ghana. Le monsieur est dans son second mandat. Il n'a pas fait tout ce bruit-là avant de faire. Tout le monde a vu, il a fait. Il a inauguré. Ici, tous les jours, on dit, on va faire l'autoroute pour aller à 5AC. On n'a jamais vu ça. On va faire ceci, on n'a jamais vu. Maintenant, on dit, bon, on va construire un hôpital de référence. On va peut-être pas voir ça. Donc, je pense que quand on a la volonté politique, on se lève, on fait le planning, on exécute, et les gens constatent. Merci beaucoup. Et le problème de santé concerne tous les Togolais. Ça n'a pas de couleur ethnique, ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas de couleur, je ne sais quoi, que vous soyez civil, policier, militaire, le jour où vous serez malade, vous irez à l'hôpital pour vous faire soigner. Donc, battons-nous pour avoir des meilleures conditions de soins, pour que les pauvres qui n'ont pas le moyen d'aller se faire soigner dans les cliniques, au moins quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Je crois. On les soigne dans de bonnes conditions. Je crois que quand des débats comme ça viennent des journalistes, moi je crois que c'est un peu dangereux. Nous devons. Mon ami, monsieur Abi, tu ne fais pas de leçon. Tu ne fais pas de leçon à quelqu'un ici. Dis ce que tu penses. Ce n'est pas une question. Je pense que sur ce plateau, personne n'a dit que c'est le paradis à l'hôpital. Nous avons dit qu'il y a un problème au niveau des structures sanitaires. Maintenant, on fait de donner des leçons
pas quelqu'un. Non, moi je peux quand on la parole, on dit ce qu'on pense. Il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit ici. Parce que lui non plus n'a pas bien placé. Quand tu parlais, j'étais là, j'aime pas répondre. Oui, mais il ne faut pas inverser les gens quand tu parles. Je pense, pour le moment, il n'y a pas encore appelé ton nom. C'est un débat, tout le monde a sa prise de parole. Moi, je pense, et je redis, je réitère ce que je dis. C'est sécuritaire. Ce que je dis, si les autres parlent, c'est dangereux. En tout cas, ce que tu dis là, c'est sécuritaire. Ça apporte la sécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois bien que nos hôpitaux en souffrance ne doivent pas prendre l'être humain comme cobaye pour voir si ça marche ou pas. Imaginez un médecin qui vient ici, qui opère et qui n'a pas le fibre de suture. Il veut bien ouvrir ton ventre pour t'enlever ton hernie, mais il n'est pas sûr qu'après avoir réussi l'opération, il pourra coudre. On a vu plusieurs fois, on a cousu les gens avec du mauvais fibre. Et pendant tout le moment qu'a duré leur plaie, il fallait retourner, tantôt essayer de débouler un peu pour que ça ne fait... Mais on a vu beaucoup de choses. Plusieurs fois, on vous a dit que un ancien ministre de la Santé, notamment Agba, son enfant, a trépassé sur la table d'opération parce que un petit instrument d'à peine 200 francs CFA manquait à l'appel autour de la table. Donc moi, je pense que l'homme, ce n'est pas un cobaye, on va voir. Bon, maintenant, normalement, pour faire cette émission, il faut 3 micros. Bon, comme il n'y a pas 3 micros, essayons avec un micro pour voir si ça marche. Si ça marche, l'homme, l'être humain, ce n'est pas de la cobaye où on essaie pour voir. Soit ça réussit, il a envie, soit ça échoue et puis il trépasse. Donc moi je pense que dire, moi-même j'estime même qu'un médecin qui accepte commencer une opération intervention du gaz avec de l'à peu près est un criminel. Ouais. Il vaut mieux avoir tout, être sûr qu'on veut sauver quelqu'un parce que la science est arrivée. La science est arrivée à un moment où on opère quelqu'un, on regarde tout. Merci Abi Alpha. Oui, non, vous savez. Je crois que mon confrère Fabrice n'a pas laissé Abi Alpha dire ce qu'il voulait dire, mais nous avons cerné quand même ce qu'il a en tête. Il a dit que s'il y a des propos qui viennent des journalistes, ce n'est pas bien, mais au même moment, je voudrais qu'Abi Alpha nous dise que nous sommes journalistes, qu'on vienne rester sur ce plateau et qu'on dise, qu'on encourage les médecins à abandonner les hôpitaux pour que lui-même dit que l'homme n'est pas cobaye. Attendez. Il a dit tout à l'heure que l'homme n'est pas cobaye. Non, laisse-moi aller à oui, bien sûr. Si tu veux, après tu lui donnes la parole, il parle. Il a dit que les hommes, les êtres humains ne sont pas des cobayes. Oui. Et ça, au même moment, aujourd'hui, ce que les médecins sont en train de faire, j'ai eu à dire ici que je les comprends. Qu'ils ont raison. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont raison qu'ils vont envoyer tout le reste des Togolais à la morgue. Parce qu'ils ont conscience. Il a parlé du serment. Pourquoi est-ce que dans certains corps de l'administration, il y en a qui prêtent des serments et que certains ne le font pas? Et donc, ça veut dire qu'ils ont conscience que s'ils abandonnent leur boulot, des gens vont mourir. J'ai eu à dire tout à l'heure que les pauvres morts, ceux qui sont en train de mourir, vous allez voir, on va vous faire le bilan. Peut-être que quand ils vont finir la grève, on vous fera le bilan. Nous allons avoir que nos yeux pour pleurer. Les gens sont en train de mourir à petits coups. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de faire des citoyens togolais des cobayes, des expériences de mort, puisque on dit qu'ils n'ont pas de... Mais comment étaient nos hôpitaux avant que la grève ne devienne sèche? Tout le monde avait conscience de la situation. Tout le monde sait que c'était comme ça. Oui, mais il faut que ça change. Oui, il faut que si ça change. doit changer, oui. C'est pour ça que je disais que j'en appelle à la conscience des deux parties. Des deux parties. Oui, bien sûr. Mais qu'on ne vienne pas nous dire ici qu'en tant que journalistes, nous devions venir verser de l'eau sur l'essence ici. Nous sommes... Oui, ça c'est... Nous devions plutôt interpeller les gens. Éteindre les flammes. On ne peut pas venir ici mettre du feu pour dire que ce que les médecins font, c'est bien. Mais nous avons conscience de la situation des médecins. Merci beaucoup. Mais nous ne pouvons pas contribuer en tant que journaliste à mettre du feu. Merci beaucoup, Credo, si tu permets, il y a un élément. Je ne permets pas justement. Je donne la parole à Credo. Allez-y, Credo. Non, mais moi je crois que personne d'entre nous n'a dit sur ce plateau que le fait que les médecins n'aient pas de très bonnes conditions de travail, que c'est à pénaliser ou autre là. Mais nous avons plaidé pour que les médecins soient
placés dans de meilleures conditions de travail. Et nous sommes allés loin, même à dire qu'il faut qu'il y ait également de meilleures conditions de vie et autres là. Et nous sommes en train de faire un débat et nul n'a le monopole de la science infuse ici. Nous tendons tous vers la perfection, mais moi je crois ce que Abi Alpha dit, c'est très choquant. C'est très choquant parce que nous avons comme l'impression qu'il veut se placer comme le plus intelligent de ce plateau pour dire qu'il ne souffre pas et autres là. Non, on va pas se verser dans ce débat. Non, il faut qu'on fasse le point. Il faut qu'on fasse le point. Si tu parles de ton beau comme ça, va t'arracher la femme. Non, attendez, je ne peux pas. Si un beau parle ainsi, c'est qu'il y a déjà des limites. Attendez, je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur cet aspect. Peut-être que c'est un écart. On passe à autre chose. Non, justement. Je concède que ça soit un écart de langage de sa part, et s'il était humble, au moins qu'il aurait présenté des excuses pour que le truc là. Ça, tu vas attendre longtemps. Je vais attendre longtemps parce que tu ne sais même pas ce qu'on appelle humilité, et que là tu ne peux pas poser un vrai débat et autres là. Parce que ce que tu as dit, disons-nous la vérité, ce n'est pas du tout bien que d'insulter l'intelligence de tes confrères. Tu n'es pas le plus intelligent sur ce plateau. On n'est pas dans un groupe WhatsApp ici. Nous ne sommes pas dans un groupe WhatsApp même de PNP où on doit dire que c'est la pensée unique et autres là. C'est comme ça on fait les audios pour menacer les gens. Quand on dit que des journalistes disent des choses dangereuses, quand tu as dit que ce que toi tu dis là c'est sécuritaire. Ce que nous avons dit sur ce plateau, il est très important qu'on améliore les conditions de travail de nos médecins. Mais ça ne doit pas être un alibi pour que nos médecins laissent mourir les Togolais. Merci beaucoup. Envoie les Togolais à la mort. On va passer à un autre sujet. On va parler politique maintenant. C'est vrai que l'actualité au plan politique aussi semble bouillir. Non, attendez, Fredo. Avant Abi Alpha. Non, pourquoi? C'est pas vous qui distribuez la parole. Vous permettez que je... Alors, on va continuer et parler politique avec la reprise des mouvements de rue au niveau de l'opposition. Tchaniao Arebiao, vous en avez parlé en début de cette semaine. Oui. L'opposition togolaise, chassée de naturel, il revient au galop, elle retourne dans la rue. Ouais, bon. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Non, je l'explique parce que vous allez sentir que lorsque les facilitateurs ou tous les amis du Togo qui appelaient la classe politique à surseoir à toute action pendant que le dialogue est ouvert jusqu'à ce qu'on voit la fin de ce dialogue. 2 semaines après, vous avez eu des audios, je ne vais pas citer des gens d'un certain parti et d'autres même de l'opposition qui se lamentaient, qui se morfondaient au moment où le dialogue a été arrêté, suspendu. Les gens se morfondaient en se disant, bon, est-ce qu'ils doivent attendre comme ça? Il y a certains leaders qui étaient allés sur des radios même qui disaient que mais, pendant que le dialogue est arrêté, donc c'est comme s'il y avait un amour à la rue, un attachement à la rue, un programme qui est lié à cette rue-là. Vous allez voir que les gens se demandaient, mais pendant qu'on a suspendu là, est-ce que nous pouvons arrêter? Donc, moi, j'ai dit que les gens pensent que c'est au bout de la marche qu'ils auront tout. Alors qu'ils savent que dans tout pays démocratique, quelles que soient les tournures que les politiques se font prendre dans le pays, il n'y a que les urnes par lesquelles les gens vont trouver quand même l'issue pour savoir qui doit être ici et qui doit être par ici. Mais pendant que les gens jubilent, et juste même quand ils embrassent la rue, il y a problème. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'opposition togolaise, on attendait ça. Moi, je savais que même si les choses tournaient autrement, les gens devraient brandir la rue. Et j'ai dit que c'est un naturel qu'on a chassé qui revient au galop. Ferdinand Haïté, est-ce que la coalition n'est pas en train de faire preuve de mauvaise foi? Elle a pris des engagements. Non, les discussions ne sont pas encore terminées. Il y a un blocage, mais aujourd'hui, appelé à descendre encore dans la rue, est-ce que ça ne peut pas être analysé sous le spectre d'une certaine provocation aussi? Non, pas du tout. Nous sommes en politique. Et la politique, on l'a toujours dit ici, c'est une question de rapport de force. Chacun analyse la situation selon les éléments et se comporte après. Aujourd'hui, on est dans un processus de négociation, de dialogue. Il y a le statu quo.
les choses n'avancent pas. Le facilitateur est parti depuis. Du côté du pouvoir, on n'est pas prêt de faire des concessions. Donc, pendant ce temps, on continue de mettre le processus électoral en marche. Et donc, en face, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on utilise les armes qu'on a à sa disposition pour mettre pression sur l'adversaire et puis sur aussi peut-être la facilitation. Et donc moi je pense que c'est normal que l'opposition retourne dans la rue. C'est la seule arme qu'elle a et c'est la seule arme qu'elle a utilisée pour être là où elle est aujourd'hui. Et donc moi je pense que c'est une expression démocratique d'aller dans la rue pour demander qu'on fasse des réformes. Et donc moi je pense que c'est pas une question de mauvaise foi. C'est pas une question de mauvaise foi. Ceux qui ont pris les engagements de libérer les gens et qui n'ont pas libéré les gens jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'on dirait d'eux? Et j'ai dit la dernière fois ici qu'on est dans un challenge de bonne foi et de mauvaise foi. Encore que bon, faut-il savoir de quel côté se trouve la bonne foi et de quel côté se trouve la mauvaise foi. Donc moi je pense que c'est normal pour cette coalition de retourner dans la rue pour dire à ceux qui interviennent dans le dossier que rien n'a bougé, les lignes ne bougent pas. Le dialogue semble être une comédie qui tourne, c'est-à-dire qu'on est en train de tourner en rond, on n'avance pas. Pendant ce temps, celui qui est en face essaye de reprendre du poil de la bête. Donc chacun utilise les armes qu'il a dans sa main pour faire son combat. Alors, et le peuple dans tout ça? Mais je pense que la notion même du peuple généralement, lorsqu'on est dans ce genre de débat, elle est un peu polysémique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs sens. Et chacun peut dire, bon, le peuple est de mon côté, jusqu'au jour où le bras de fer bascule du côté de celui qui prend le dessus. Donc moi je pense que aujourd'hui, tous les Togolais, majoritairement, aspirent à un mieux-être. Et quand vous analysez même le pays aujourd'hui, vous voyez que le système est en train de se délicter, même si on n'est pas dans une phase d'accélération. Tous les secteurs aujourd'hui sont dans une hypothermie. Tous les secteurs du pays sont dans une hypothermie. Ça bouge dans tous les secteurs. Comme si le pays est en train de s'effriter dans les mains des gens qui tiennent le pays. Et donc on voit bien que le système est en train de s'effondrer. Mais comme un pays ne s'effondre pas comme un bâtiment d'un seul coup, mais vous voyez bien aujourd'hui que tous les signaux sont rouges. Dans le pays, tous les signaux sont rouges. Et donc, moi, je pense que chacun utilise les armes qu'il a. Et puis, bon, ceux qui tiennent aujourd'hui les responsabilités au niveau de l'État, c'est à eux de voir où ils veulent aller. Fabrice, pour certains aussi, si l'opposition décide de rentrer de nouveau ou d'aller dans les rues, c'est parce qu'au niveau du pouvoir, on est dans un entêtement horrible. On ne veut pas aussi véritablement faire le pas pour pouvoir débloquer la situation. Non, je crois que il faut être conforme à la réalité dès le départ. Les marches dès le départ, l'objectif, ce n'était pas pour obtenir un dialogue. Ça, Tchadam l'a dit 1000 fois et répété. L'objectif des marches depuis le 19, ce n'était pas pour aboutir sur un dialogue, c'était pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Mais en allant chemin faisant, à un moment donné, les gens ont compris que lorsque le gouvernement a parlé de dialogue au départ, certains ont pensé qu'il a vu l'ange gardien l'ange Gabriel ou l'ange qu'il a et donc il était en position de faiblesse, et c'est pour ça qu'il réclame un dialogue. Et au début, ça n'allait pas, et entre-temps, les gens même ont compris aussi que la stratégie dans laquelle ils étaient n'aboutissait pas à l'objectif principal au départ, c'est-à-dire le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. Pourquoi pas aller régler la question au niveau du dialogue? C'est pour cela que plein de gens étaient pessimistes par rapport à l'issue de ce dialogue. Parce que si vous descendez dans la rue pour chasser quelqu'un du pouvoir, vous ne parvenez pas au bout de 6 mois, et maintenant vous espérez qu'il organise un dialogue, qu'il paye, où on vous offre des pauses café, c'est à cette occasion-là, vous allez lui demander de quitter le pouvoir, il va quitter. Vous comprenez que il y a de fortes chances que même en allant à ce dialogue au départ, vous saviez que vous ne pouvez pas aboutir à cela. Donc c'était une incongruité d'accepter d'aller à un dialogue et poser les mêmes revendications que vous posiez au début dans la rue. Et donc quand vous acceptez d'aller au dialogue, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, notre stratégie ne porte pas, peut-être qu'il faut maintenant voir si on peut négocier. Et donc, mais si vous allez à la négociation,
et maintenant vous posez les mêmes revendications que vous avez posées dans la rue et que vous n'avez pas obtenu de résultats, naturellement vous n'obtiendrez pas de résultats également au niveau de ce dialogue, puisque c'est quelqu'un qui vous l'offre. Et donc ça explique le blocage qu'on a aujourd'hui. C'est ça explique le blocage, puisque les deux parties, personne n'ose faire plus ou moins le pas. Donc naturellement, ils retournent dans la rue. Maintenant, pour quel objectif? Ce n'est pas pour que le dialogue aboutisse. Ils retournent dans la rue pour l'objectif premier. Mais oui, bien sûr, parce que ils l'ont interprété comme bon, voilà, on était sur le point de te chasser et bon, tu dis dialogue. Bon, ok, nous sommes venus dialoguer, mais on t'a donné une chance de dialoguer pour trouver une issue. Tu n'as pas saisi la balle au bon, on retourne dans la rue. Bon, moi, je suis journaliste, j'observe, on verra le retour dans la rue, qu'est-ce que ça va donner. Parfait. Abi Alpha. Oui, je crois que si on suppose que par rapport à l'applicabilité des mesures d'accompagnement, il y a eu un document qui a été signé par toutes les formations politiques autour de la table, comme quoi je m'engage à ne pas faire ça, toi tu t'engages à ne pas faire ceci. Si on doit faire le bilan, actuellement, le régime en place a déjà violé ses engagements vis-à-vis des mesures 3 fois. Premièrement, tous les détenus ne sont pas libérés. C'est l'État qui devait les libérer, c'est le régime qui devait les libérer, ça n'a pas été libérés tous. Secondo, 3 villes qui sont en état de siège sont toujours en état de siège. En troisième position, la violence n'a pas cessé sur les citoyens. Avant-hier, on a débattu ici par rapport au fait qu'on continue par frapper les gens quand ça plaît à certains. On a frappé les gens à Kwartao. Les gens ont fait de la magie ici pour nous dire que c'est faux. La délégation est venue là-bas, elle s'est déplacée, elle allait toucher la réalité du doigt. Il s'appelle que malgré les montages qu'on a fait pour que les chefs ou bien qui disent que c'est faux là, ils sont allés toucher la réalité. On a bel et bien frappé les gens. Je vous ai dit ici avant-hier qu'on a frappé jusqu'au fou. Avant-hier, la délégation allait, on a pris même les malades, les blessés suite à ces vaccins. On les a amenés, ils ont touché la réalité du doigt. Donc, ça fait 3 fois que le régime en place viole les engagements pour qu'il y ait une atmosphère quand même vivable par rapport au dialogue. Maintenant, c'est la première fois que le camp d'en face veut violer un engagement. Vous pensez que c'est une bonne chose de violer les engagements? Mais est-ce que qui violent là, ils sont plus intelligents ou bien plus forts que les autres? C'est quoi leur force? Leur force, si actuellement ils n'arrivent tout le monde, c'est parce que toi et moi on a cotisé, on a acheté les armes, on a remis à une équipe. C'est ça leur force. Ce qui tient là, quelqu'un n'a pas lutté quelque part ou bien quelqu'un n'a pas fait la magie pour acquérir ces armes quelque part. C'est toi sueur et ma sueur. C'est ça qui fait qu'ils sont différents. C'est ça qui fait que le pays continue par être un asile pour certains alors que c'est un paradis pour d'autres. Alors si ceux-ci tiennent que leur arme, ce n'est pas la kalache, ce n'est pas le revolver, c'est la marche. Où est le crime dedans? Où est le crime? Vous dites que ça ne fait rien, ça ne donne aucun résultat. Donc laissez les autres marcher, que ça ne fasse rien. Que ça ne fasse rien. Pourquoi le fait qu'ils marchent là, les gens sont... C'est-à-dire les gens voient que c'est un scandale. Puisque ça n'a aucun effet, mais laissez-les faire. Aujourd'hui, il faut trouver une solution de sortie de la crise. Amuser leur est-ce galerie. que dans la rue, on trouvera la solution à la crise? Je pense que la situation... Est-ce qu'on trouvera la solution dans la rue? Moi, je pense que avant-hier, le confrère Ferdinand a dit ici que là où le régime en place était hier, c'est pas là qu'il est aujourd'hui. Tout le monde sait que est conscient d'une certaine situation qui a fait que les choses ont évolué. Oui. Donc l'arme dont il dispose, c'est les marches. C'est ça. C'est la mobilisation de la population. D'accord, très bien, on a compris. Credo maintenant sur ce sujet. Non, sur ce sujet, là, je voudrais partir d'un pan de l'analyse de mon confrère Abi Alpha qui a dit que si la coalition pense que c'est investir de nouveau la rue qui est la solution, donc on n'a qu'à la laisser autre là. Mais il a dit quelque chose de très important, je ne sais pas si lui-même il se rappelle. Il a dit, si les gens là jugent bon que c'est amuser la galerie dans la rue qui est leur solution, donc on n'a qu'à leur laisser. Non, est-ce que je peux parler? Allez-y. Oui. Est-ce que tu n'as pas bien saisi ce que j'ai dit? Non, c'est ce que peut-être que tu n'étais pas bien exprimé. Et donc ça c'est autre chose. Donc je dis,
Aujourd'hui, c'est ce que Fabrice a dit. Tout ce qu'ils ont fait pendant 6 mois en investissant la rue, donc on a vu que ça n'a pas donné un résultat probant. Donc ils ne peuvent pas tabler aujourd'hui pour dire qu'avec les 6 mois de manifestation, d'investissement dans la rue, donc qu'ils ont eu tel ou bien tel résultat et autres là. Mais il y a une discussion qui a été ouverte. Oui, ce sont les marches, les pressions populaires qui ont entraîné aux discussions. La discussion a été ouverte, mais quel est le résultat probant et autres là? Donc on va nous dire qu'on a relâcher des gens et autres là, ça c'est une bonne chose parce que nous tous nous demandons à ce que ceux qui sont dans les liens de la détention préventive puissent vaquer librement à leurs occupations. Mais moi, là ce que je vois, c'est que nous avons une opposition qui n'a pas de vision. Donc, naturellement, elle ne peut pas s'assigner une mission pour se développer, pour développer des stratégies pour atteindre même cette mission-là. Parce que vous voyez, c'est une opposition qui végète, disons, dans l'amateurisme, et c'est une opposition qui se comporte comme des gens qui ne réfléchissent pas à la vie politique. Attendez, l'opposition, vous dites qu'elle est dans l'amateurisme parce que justement elle veut manifester, c'est ça? Oui, non, de quelle stratégie parlez-vous? Non, de quelle stratégie? Non, mais je parle des stratégies politiques. En dehors des manifestations, non, mais en dehors, mais est-ce qu'à un certain moment, l'opposition doit pouvoir faire le point? Est-ce que les 6 mois de marche là ont rapporté quoi? Donc, la seule chose que c'est... Vous êtes un observateur, qu'est-ce que vous avez remarqué? Non, mais oui, c'est la paralysie des commerces de leurs propres militants. Et là, un des leaders de la coalition l'a dit, que leur joie, c'est qu'ils sont arrivés à paralyser l'économie du pays. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce pays qu'ils veulent diriger demain? Ils savent que l'économie est déjà à terre avant. En fait. Non, l'économie n'était pas totalement à terre, ce sont eux. Et là, non. On peut dire dans tout pays, l'économie se construit au jour le jour et autres là. Il n'y a pas de baguette magique. Même jusqu'à ce qu'un des leaders de la coalition puisse dire que tout ce qu'ils ont eu comme résultat est qu'ils s'en réjouissent, c'est qu'ils ont perturbé l'économie du pays, qu'ils ont perturbé les activités de leurs propres militants, des commerçants. Mais c'est ça, c'est quel bénéfice on peut dire? Bien, Ferdinand, non, moi je crois que on peut pas dire de manière, je sais pas, triviale que l'opposition n'a pas de vision. Par contre, on peut dire que ceux qui tiennent le pays depuis 50 ans, on ne sait pas c'est quoi leur vision parce qu'on est toujours dans un pays où il y a tous les problèmes, même l'éducation, la santé, ils sont pas capables de régler les problèmes. Et maintenant, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, chacun utilise les armes qu'il a à sa disposition. Nous sommes dans un combat politique. Et je pense que ceux qui ont crié dans ce pays que le fisc a perdu 40 milliards, ce n'est pas les gens de l'opposition. Et c'est le gouvernement qui a beaucoup plaidé pour qu'on arrête les marches parce qu'à un moment donné, les marches asphyxiaient les caisses de l'État. Et donc, ça veut dire que les manifestations ont un impact. Chacun utilise l'arme qu'il a pour essayer de déstabiliser son prochain. Parce que si il n'y a pas de recette fiscale, la conséquence, c'est quoi? C'est que le gouvernement, le régime, ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements sur le plan social et sur plusieurs secteurs. Et donc, le pays va basculer. Donc, chacun utilise les armes qu'il a à sa disposition. Donc, moi, je pense que si on veut sortir de tout ça, il faut que les uns et les autres prennent conscience qu'il faut régler les problèmes une fois pour de bon. Il faut s'asseoir, discuter de bonne foi, régler les problèmes une fois pour de bon. Il faut revenir autour de la table de discussion. Oui, c'est-à-dire quand on prend les engagements, il faut les respecter. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, certains continuent de croire que bon... Ils vont toujours exercer le pouvoir politique de la manière dont ils l'ont toujours fait depuis des années et que rien n'arrivera. Non, ils se trompent. On a changé d'époque. Et donc moi personnellement, bon, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que les gens utilisent les armes qu'ils ont pour se faire entendre. J'ai juste 1 minute 30 avant de rendre l'antenne. Excusez-moi. Oui, Tchanyao. Oui, juste moi je voudrais dire que autour de cette table, nous sommes tous Togolais et ceux qui sont acteurs politiques également sont Togolais. Les analystes et tous ceux de l'extérieur qui regardent d'un œil attentif le Togo, s'ils sont Togolais, c'est qu'ils sont Togolais, s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils aiment le Togo. Mais moi, je voudrais convier tous, la classe politique, que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit le pouvoir en place, pour dire que quand les gens se retrouvent, parce qu'aujourd'hui nous sommes à un carrefour, les Togolais, tous, nous sommes à un carrefour de la vérité, de la sincérité et de l'honnêteté. Et moi, je le mets sous le dos
de ces acteurs qui sont aujourd'hui appelés au dialogue. Vous êtes partis d'un constat pour arriver à un dialogue. Et ce dialogue, il faut que les gens puissent faire en sorte que le Togo soit celui qui gagne. Pas moi, Tchanyao, pas Fabre, pas Achadam, pas Fort, mais il faut que ce soit le Togo qui gagne. Quand je dis que c'est le Togo qui doit gagner, ça veut dire que les gens qui sont autour de la table doivent discuter des choses sincères et discutables. Parce que vous ne pouvez pas venir, vous dites, ah tel... Puisque quand vous allez dans le rang de l'opposition, il n'y a que la même chanson. Vous êtes en train de conclure. Oui, conclure. 50 ans, c'est trop, c'est le même. Et que au lieu que vous fassiez les démarches pour que les urnes puissent venir vous diviser, c'est-à-dire vous départager, oui. Vous voulez que quelqu'un, il y en a, parce que, pour dire clair, dans le rang des 14 ou de l'opposition, il y en a qui disent Fort doit partir en même temps dès qu'on ramène la constitution de 92. Il y en a qui disent non, on va faire allégeance, il va aller jusqu'à 2020. Il y en a qui disent que non, on ne veut même plus. Bon, donc quand c'est comme ça, il faut que les gens travaillent sur le terrain, qu'ils comprennent qu'en tout pays démocratique, ce sont les urnes. Et que les gens se préparent Togo, qu'ils battent celui qu'ils redoutent. Mais malheureusement, ceux qui appellent les urnes, on a appris à ne plus compter sur les urnes. On a appris à ne plus compter sur les urnes. Moi, je pense... Quand vous appelez à une marche, venez donner l'exemple. Moi, je pense que... Au lieu de rester dans le maquis. Ce n'est pas la première fois qu'on tue les opposants politiques dans ce pays aussi. On a vu aussi ce qui s'est passé. Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous, Credo TT, le médium. Merci. Tchanyao Areviyao, Nouvelle Opinion, Ferguina Haïté, l'Alternative et Famous Saisie, le Libéral. Monsieur, merci beaucoup d'être venu pour le débat. Merci à vous tous qui nous avez reçus. Merci à Dia Prosper. Appelez-moi Saint-Rigator. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.